Mesdames et messieurs, bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle édition du journal de CCTV français en direct de Beijing. Nous ouvrons tout de suite cette édition avec la conférence mondiale de l'Internet. Le monde de la technologie est en route pour l'antique ville d'eau chinoise de Wuzhen, qui s'apprête donc à accueillir la seconde conférence mondiale de l'Internet le 16 décembre prochain. La conférence de cette année réunira plus de 2000 participants venus de 120 pays et régions du monde entier. Le thème central de cette seconde conférence sera le futur et le développement de la toile. 10 forums auront lieu en marge de la conférence, couvrant 22 thèmes différents. Le président chinois Xi Jinping prononcera un discours indiquant les mots-clés de la conférence. La ville chinoise de Wuzhen est fin prête à recevoir les milliers de visiteurs et de participants. Une connexion à Internet à très haut débit sera disponible un peu partout grâce aux 3000 bornes Wi-Fi qui ont été installées à travers la ville. Par ailleurs, les personnes munies de smartphones pourront rapidement procéder au paiement des différents services proposés, tels que les services de restauration, en scannant les codes QR omniprésents. C'est le 20 avril 1994 que la Chine s'est connectée pour la première fois à Internet. Difficile d'imaginer qu'il a fallu à peine une vingtaine d'années au pays pour mener sa révolution Internet. La première chose que je fais le matin, c'est de jeter un œil à mes comptes Weixin et Weibo pour voir si mes amis m'ont envoyé des messages. Puis je regarde les nouvelles pour voir s'il y a quelque chose d'amusant. Je fais même ça aux toilettes. Un comportement typique de la génération née dans les années 80. Il y a 20 ans de cela, c'était inimaginable. Pour en savoir plus sur le début d'Internet en Chine, partons à la rencontre du maître d'œuvre de cette connexion historique. La professeure Wu Qireng est âgée de 80 ans. Elle explique que la première connexion Internet de la Chine remonte en fait au 19 avril, la veille de la date officielle, le 20. Le soir du 19 avril, mon jeune collègue Li Jun était de garde et il s'est soudainement aperçu qu'il était sur Internet et qu'il pouvait accéder aux sites américains. Il était tellement content, c'est incroyable, c'est génial. Je n'en ai pas parlé à mon responsable, j'ai attendu le matin suivant. Là, je voulais m'amuser et voir le monde. Le responsable direct de Li Jun, Chen Hualing, m'a raconté cela. Je me suis sentie si heureuse et ravie au fond de mon cœur. Était-ce un bonheur normal dû au fait d'avoir achevé votre travail ou était-ce un bonheur extraordinaire car vous viviez un moment historique? Je pense que c'était un bonheur normal. Je n'avais pas l'impression de vivre un moment historique. Au début, la connexion à Internet se faisait par téléphone via un modem, que les Chinois appelaient chat, en raison d'une prononciation similaire. La connexion était lente, comparée à aujourd'hui. Je me souviens qu'en 1994, je n'utilisais les ordinateurs que pour les jeux basiques tels que le démineur. Ou sinon QQ, une application de discussion en ligne. Mais nous ne nous en servions pas souvent, c'était plus de la curiosité. Une curiosité qui a continué à attirer la population vers cette technologie nouvelle et tellement fascinante. La vitesse de connexion Internet a petit à petit augmenté grâce aux progrès techniques. Des lignes téléphoniques aux fibres optiques, puis maintenant au sans fil. Aujourd'hui, la Chine est entrée dans l'ère de la 4G. Et les Chinois bénéficient, où qu'ils soient, d'un accès rapide via leur téléphone portable. Des dizaines de millions de personnes ont ouvert des boutiques en ligne. Et des centaines de millions échangent chaque jour sur les réseaux sociaux. Et nous restons dans le domaine des hautes technologies. 7 mois se sont écoulés depuis que la Chine a commencé la construction du premier réacteur de démonstration dans le cadre de sa propre technologie nucléaire de 3e génération. Le projet Hualong 1 dans la province du Fujian fait partie des efforts visant à parer aux coupures de courant et de réduire les émissions de gaz à effet de serre. Il s'agit d'une marque fabriquée en Chine. Le Hualong 1, ces réacteurs nucléaires de 3e génération, excelle en comparaison de ses prédécesseurs. La sécurité de la technologie nucléaire chinoise fait partie des plus avancées au monde en termes d'innovation sur la sécurité nucléaire et d'établissement des standards de sécurité.
Il a tiré les leçons des réacteurs de deuxième génération lors de l'accident nucléaire de Fukushima et y a ajouté des systèmes de sécurité passifs. Il utilise également une double enveloppe de confinement et peut résister au crash d'un grand avion de ligne et d'un séisme de magnitude 8. Avec 177 blocs de carburant assemblés dans le réacteur central, la puissance produite peut être accrue d'environ 10%. Le premier réacteur de démonstration Hwalong 1 est construit dans le sud-est. La centrale nucléaire de Fuqing est en train de construire un site modèle afin de présenter la puissance technologique nucléaire de Hwalong 1. Cela ouvre un canal pour permettre aux technologies nucléaires chinoises de se développer sur la scène internationale. 2 de plus seront prochainement construits, un ici et un autre à Fangchenggang, dans la région autonome Zhuang du Guangxi, dans le sud de la Chine. Les entreprises chinoises du secteur nucléaire ont signé de gros accords en 2015 en vue de construire à l'étranger. Et les perspectives de coopération sont immenses. De nombreux pays sur la trajectoire de l'initiative Une ceinture et une route sont en leur phase de développement économique. Ils ont une importante demande en énergie. Contrairement aux centrales travaillant avec les carburants fossiles, les installations nucléaires ne génèrent pas d'émissions. Les radiations à l'égard des personnes vivant à proximité durant une année sont plus basses qu'effectuer un vol en avion. Le concepteur en chef de Hwalong 1 déclare que les déchets des centrales nucléaires sont strictement contrôlés. La technologie actuelle a réalisé cela et il y aura une meilleure technologie à l'avenir. L'industrie chinoise du nucléaire fait évoluer sa technologie. La recherche et la production de la 4e génération de réacteurs sont déjà en cours. Économie à présent, la monnaie chinoise a poursuivi sa chute ce lundi. La Banque populaire de Chine a fixé le taux de référence officiel à 6,4495 yuan pour $1. Ce taux est 0,2% plus faible que le taux précédent de 6,4358 et il est au niveau au plus bas depuis 4 ans. Cela a suscité des spéculations concernant le fait que la Chine cherchait à soulager la pression liée à la dépréciation du yuan avant une hausse attendue du taux par les États-Unis cette semaine. Les premiers échanges sur le marché au comptant ont été réalisés à environ 0,24% du taux de référence. Le yuan offshore s'est échangé à un taux encore plus faible, à environ 1,34% en dessous du taux de référence, à 6,5528 pour $1. Le yuan au comptant a clôturé en baisse de 0,8% la semaine dernière. La Banque centrale de Chine a déclaré que sa devise ne devrait pas seulement être évaluée par les fluctuations du dollar, mais également par un panier constitué d'autres devises. Elle a souligné que le yuan restera stable à moyen et long terme. Le représentant chinois a introduit un nouvel indice du yuan pour mieux présenter sa valeur. L'indice compare le yuan à 13 devises étrangères avec différents poids. Le dollar américain, l'euro, le yen japonais, le dollar hongkongais et la livre sterling représentent un poids de 73% du panier. Le 11 décembre 2015, l'indice est posté à 101,45, soit une appréciation de 1,45% depuis la fin de 2014. La China Foreign Exchange Trade System, CFETS, a déclaré sur son site internet que le RMB resterait fort grâce aux données qu'elle a collectées. L'indice pourrait offrir une réflexion plus complète des hauts et des bas du marché. Chang Chun, économiste en chef de la China Fortune Securities, a déclaré que l'indice conservera le yuan à un niveau plus stable. Il prévoit que le yuan restera fort face aux autres devises pour contrebalancer son impact sur un dollar fort. Mark Williams, économiste à Capital Economics, a déclaré que l'indice a complètement changé l'évaluation du yuan. Selon lui, la récente dépréciation du yuan face au dollar doit être considérée comme une dévaluation pour que les taux d'intérêt de la Réserve fédérale des États-Unis puissent augmenter le dollar à un nouveau niveau. Nous poursuivons ce journal avec une page d'histoire chinoise. Il y a 78 ans, l'invasion de la Chine par l'armée japonaise a été le début de 8 ans de massacres et de brutalité. À Shanghai, une zone de refuge mise en place par un prêtre français était devenue le dernier espoir pour les réfugiés.
Le tronçon du milieu de la route Fangbang a été un témoin calme de la zone de sécurité de Nanxi. Celle-ci a été établie en 1937, un mois avant le massacre de Nanjing. Plus de 300 000 réfugiés de Shanghai, de Nanjing et des villes avoisinantes ont été logés ici dans 130 asiles sur une surface de moins d'1 km² de largeur. C'était la zone démilitarisée pour les civils chinois, située dans la vieille ville chinoise de Shanghai. Du 9 novembre 1937 au 16 juin 1940, cette zone de refuge a constitué le dernier espoir pour des centaines de milliers de réfugiés de guerre comme Li Fengxiang. Il y avait un nombre incalculable de réfugiés en provenance de Shanghai et d'autres endroits. Nous ne savions pas quoi faire. Soudain, quelqu'un a crié « Ne paniquez pas, nous avons un asile où vous pouvez vous cacher. Là-bas, les Japonais ne vous tueront pas. » J'ai donc accouru avec ma famille dans la zone de sécurité. Le héros qui a sauvé Li Fengxiang s'appelait Robert Jacquinot Bessange, un prêtre jésuite français. Il s'est fait le médiateur entre la Chine, le Japon, la Grande-Bretagne et la France pour l'établissement de la zone de refuge de Nanxi. Elle était respectée par les deux parties en guerre ainsi que par les autorités de la concession. Le prêtre est un neutre, il n'avait pas d'affiliation politique. Et il pouvait parler. Il a dit aux Japonais que nous nous occuperons des réfugiés qui se trouvaient sur leur chemin. Et il a dit aux Chinois que nous ferons tout ce qui est dans notre mesure pour les aider. Il a réussi à ce que les deux parties se rassemblent, non pas pour s'entendre avec l'autre, mais pour reconnaître que la zone peut exister. C'est une leçon pour le monde. Comment amener des parties belligérantes ensemble et amener des groupes multinationaux à travailler ensemble pour une cause commune. Cela a constitué un modèle réussi pour les zones de sécurité. Le modèle Bessange a tout d'abord été suivi par l'homme d'affaires allemand John Rabe et la ville de Nanjing lorsqu'elle est tombée aux mains de l'armée japonaise. La zone de refuge de John Rabe pendant le massacre de Nanjing est à présent bien connue. En fait, la zone de refuge de Shanghai a été la référence pour la zone de sécurité de Nanjing. Et Jacquinot a servi d'intermédiaire entre Rabe et l'armée japonaise à Nanjing. Mais la zone de sécurité de Nanjing a vite échoué. Les envahisseurs japonais ont forcé les réfugiés à quitter le camp seulement 2 mois après son établissement. Certains des réfugiés ont réussi à se rendre dans la zone de sécurité de Shanghai, mais la plupart ont échoué. Le travail de Jacquinot a été reconnu dans le monde entier. La zone de Shanghai a été un tel modèle de succès et elle a fonctionné pendant presque 3 ans pour tellement de gens. Ça a été un argument de poids pour permettre de convaincre de la faisabilité des zones neutres. Et par conséquent, cela a été un facteur très important dans le dialogue du CICR avec les envahisseurs, capable de les convaincre. Et finalement dans l'adoption de l'article 1949 de la Convention de Genève sur les zones démilitarisées. Devenue à présent un site touristique célèbre, cette zone est emplie de rires et de joie. La paix n'est jamais facile et son importance ne saurait jamais être exagérée. Le mémorial de Caen est l'un des musées où l'histoire de la Seconde Guerre mondiale est la mieux présentée. Il s'agit aussi du premier musée européen à raconter l'histoire du massacre de Nanjing. Quand une ville redressée du feu, ici, cette ville a subi le combat le plus intense. Après la guerre, 3/4 de cette ville a été rétablie. Bâtiments abîmés, villes désertées, habitants blessés et sans domicile. Pendant la bataille de Normandie entre les mois de juin et août 1944, la douleur de la ville de Caen est réelle et omniprésente. La reconstruction de la ville a pris du temps, plus précisément 20 ans jusqu'en 1963. Caen mérite un hommage à la mesure des souffrances que la ville a subies.
C'est la raison pour laquelle le mémorial est également appelé le musée de la paix. Il a été construit en 1988. Après une vingtaine d'années de développement, le mémorial de Caen est aujourd'hui devenu un des meilleurs musées pour raconter l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Son exposition se concentre principalement sur les batailles en Europe. Depuis 8 ans, une partie de l'exposition est consacrée à la guerre sino-japonaise. Le mémorial Gand nous présente la Seconde Guerre mondiale par l'ordre chronologique. Pour nous, ça tout commence par ici. Le 7 juillet 1937, l'armée japonaise a envahi la ville de Wanping et provoqué la guerre sino-japonaise. Autour de moi, une équipe d'historiens. Donc nous avons travaillé, évidemment, sur toutes les questions propres à la guerre sino-japonaise et ce qui nous est apparu très important pour le public essentiellement occidental à Caen. Ce sont deux choses, deux événements majeurs, c'est les bombardements de Shanghai et le massacre de Nankin, parce que nous avons considéré que ce massacre était emblématique de la violence terrible de la Seconde Guerre mondiale et emblématique aussi de la manière dont se sont comportées les armées japonaises en Chine. Pendant la visite, une salle d'une quarantaine de mètres carrés est consacrée au massacre de Nankin. Y sont exposées des photos d'archives montrant les exercices de l'armée japonaise à la baïonnette sur des cibles humaines vivantes de Nankin. La ville de Nankin a bien été ravagée, comme celle de Caen en 1944. Parmi tout ce que le mémorial nous montre, les photos, les objets, c'est surtout le film d'un réalisateur français qui a attiré le plus d'attention des visiteurs. L'extrait du documentaire Le Massacre de Nankin est réalisé par le metteur en scène français Michael Prazan en 2007. Ce documentaire témoigne de l'ampleur du massacre de Nankin et de son horreur. Well, I never knew that the Japanese were so cruel. And I never knew that the Japanese did what they did at all. And I feel as though that after seeing that there was some injustices done by the Japanese to the Chinese. It's pretty hard for me to watch that. This is the first evidence I've actually physically seen of this. Yeah, there are some things in the history books about China and Japan hiding, but I've never actually seen footage or film from the actual wars or things that happen like that at all. So it's kind of an eye-opener. 300 000 habitants de Nankin ont été atrocement tués. Il ne s'agit que d'une infime proportion de toutes les victimes chinoises lors de cette guerre. Cette histoire est cependant souvent ignorée. Et mes visiteurs, les visiteurs du mémorial, d'où qu'ils viennent, de Chine ou d'ailleurs, je leur explique ce qu'a été la Seconde Guerre mondiale. Et la Seconde Guerre mondiale a tué entre 60 et 65 millions de personnes dans le monde. Et parmi ces 60-65 millions de personnes, il y a 20 à 25 millions de Chinois. Et donc on ne peut pas comprendre la Seconde Guerre mondiale si on ne sait pas ce qui s'est passé en Chine pendant la guerre sino-japonaise. Monsieur Grimaldi est aujourd'hui en coopération avec le mémorial de Nankin. Il aide à faire des recherches et à trouver davantage d'objets à montrer aux visiteurs. Aujourd'hui, à Shanghai comme à Caen, la vie est paisible et tranquille. Seul le mémorial de Caen et celui de Nankin nous rappellent un passé inoubliable. Chaque famille a sa propre histoire de guerre à raconter. Elle est plus ou moins triste, plus ou moins simple, plus ou moins lointaine. C'est ce qu'on appelle la mémoire. Ce qui est vrai pour une famille est aussi vrai pour un pays. Notre journal est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi et rendez-vous dans 1h30 pour un nouveau journal. Excellente suite de programme sur notre chaîne.